De retour sur ce plateau avec nos invités, Jacques Moukwende, chef division de planification stratégique à la Commission de l'Union africaine. Également avec nous, Dr Michel Kodom, président de la Commission intersectorielle de l'ECOSOC. Jacques Moukwende, vous évoquiez en première partie de cette émission de la nécessité aujourd'hui à ne pas confondre OMD et Agenda 2063 dans la mesure où les deux ont été conçus, on va dire, de manière un peu différente et l'agenda 2063 plus selon les aspirations aujourd'hui des peuples africains. Oui, je voulais juste dire que les deux agendas, ils se rapprochent, hein, ils parlent de la même chose, ils parlent du même langage. La preuve, c'est que, je disais tout de suite là, quand les ODD étaient en train d'être négociés, c'était l'agenda 103 qui était l'élément que nos chefs d'État ont utilisé, ou alors nos nations ont utilisé pour négocier les ODD. Dernièrement, par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Dernièrement, quand on négociait le changement climatique, la COP21, et les questions de l'environnement, quand ils étaient en train de discuter en France, mais c'était l'agenda 103 qu'on a utilisé, c'est-à-dire tous les éléments se trouvant dans l'agenda 103 relatifs au changement climatique. C'est de là que ça a été épuisé. Donc l'agenda 103 pour nous, c'est une référence. Donc toute action qui va être menée au niveau continental ou alors avec l'extérieur du continent, ça, on doit se référer à l'agenda 103. Voilà donc, sinon pour les ODD, vous verrez par exemple les objectifs des ODD, ils sont à peu près, ils sont à 17, pendant que les objectifs de l'agenda 103 sont à 20. Les 17 là sont les mêmes, les 17 des ODD se retrouvent dans l'agenda 103. La différence de ces trois-là, c'est juste la particularité de l'Afrique, notamment les questions de la renaissance, l'aspect culturel, les questions de l'intégration. Pour nous, c'est encore une question sur laquelle on doit beaucoup plus travailler. Donc voilà ces aspects-là, concernant l'intégration, concernant l'aspect culturel et de gouvernance, et même de gouvernance, nous pensons que ça doit vraiment être pris en compte dans notre agenda 103. Sinon, les autres aspects sont les mêmes, les objectifs sont les mêmes. Et alors, je vous parle, on est en train de travailler avec les Nations Unies pour essayer maintenant, cet outil dont je vous ai parlé, l'outil d'exécution, qui est les suivis et évaluation. On est en train de travailler ensemble sur les indicateurs de performance. Comment chaque objectif, quels sont les indicateurs de performance qu'on doit mettre en place, de façon que les indicateurs soient uniques, soient les mêmes, que ce soit les ODD, que ce soit pour les agendas 103. Alors, Dr Michel Kodom, que ce soit pour les ODD Horizon 2030 ou l'agenda 2063, finalement, c'est vrai, ce sont des projets qui suscitent beaucoup d'espoir, je veux dire des plans stratégiques qui suscitent beaucoup d'espoir, mais de voir que cela ne permet pas ou cela ne va pas dans la démonstration de la capacité réelle de l'Afrique. On se dit, c'est vrai de rêver, mais quelles sont les capacités ou quelle est la capacité réelle aujourd'hui du continent? C'est pertinent, M. Norbert. Je pense que vous êtes vraiment dans l'élément, hein, dans votre rôle de remonter vos préoccupations qui sont très légitimes et nous partageons ces préoccupations parce que il ne faut plus faire beaucoup de discours, il faut passer à l'action. Vous voyez, comme le dit l'adage, pour être concret, il faut impacter pour que les gens voient, sinon ça fait encore de la philosophie. Alors nous pensons aujourd'hui qu'il y a un leadership politique qui est vraiment amorcé. Les chefs d'État ont envie que l'Union africaine soit une union des peuples. Et vous allez voir, il y a déjà des indices, le passeport qui a été donc présenté, et au niveau des CER, c'est-à-dire les communautés économiques régionales, on va vers donc la libre circulation des personnes et des biens, même si c'est difficile, mais c'est déjà des volontés politiques. Nous, étant de la société civile, nous partons sur la volonté politique et nous essayons dessus pour voir la mise en œuvre. Donc, nous avons aussi notre rôle à jouer en interpellant justement ces acteurs politiques de dire que mais, vous avez dit telle chose, mais dans la pratique, on se rend compte que lorsque vous voulez traverser la frontière d'Aflao, c'est-à-dire du Togo au Ghana, on se rend compte qu'il y a des tracasseries. Qu'est-ce qui se passe? Il revient donc à la société civile d'aller mettre même un panneau pour dire que normalement, voilà tel article de l'acte de CEDEAO dit ça,
pour ramener ces policiers-là à l'ordre parce qu'ils sont dans l'ignorance. Donc, c'est l'importance de la vulgarisation. Et ça, quelquefois, les politiques aujourd'hui sont limitées. Tout le monde est invité dans la marche vers l'émergence de l'Afrique. Et c'est ça, à l'horizon 2063, espérons que l'Afrique soit émergente où les populations auront une bonne santé, un bien-être, l'Afrique sera unie et où il y aura une certaine facilité pour aller d'un pays de la CEDEAO vers un pays de la CEMAC facilement, ainsi de suite. Et c'est possible parce qu'il y a la volonté politique, c'est à nous de pousser. Vous voyez, nous, lorsque je suis dans un rôle comme le nôtre aujourd'hui, promouvoir l'agenda 2063 en tant que président de la commission intersectorielle, je vous dis que c'est beaucoup d'engagement parce que si demain ça échoue, j'aurais été un acteur qui a participé à l'échec. Donc, je suis obligé de défendre, de soutenir et de passer le message. Demain, nous serons à Palimé. Tous les patrons de presse du Togo seront invités pour parler non seulement du code de la santé, mais aussi on parlera de l'agenda. Toutes les occasions sont permises pour parler de l'agenda, pour vulgariser le contenu de l'agenda. Alors, Jacques Moukwende, c'est vrai, on peut légitimement aujourd'hui s'enorgueillir, je veux dire, pour ce qui est de cet agenda-là, mais comment parler aujourd'hui de la réalisation de cet agenda sans évoquer le potentiel, la capacité réelle de l'Afrique? Oui, ça c'est vraiment un élément aussi important dans les outils disponibles ou à disponibiliser pour la mise en action de cet agenda 103. Il y a aussi cet aspect capacité qu'on a essayé d'évaluer. Parce que nous avons essayé de regarder, est-ce qu'on a vraiment un très beau cadre stratégique de développement, on a un premier plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 103, mais on s'est dit, bon, les documents, ça ne suffit pas. On a même vulgarisé, on continue toujours à vulgariser, mais ça ne suffit pas, il faut passer à l'acte. Mais passer à l'acte, c'est quoi? Il faut mettre en place les outils nécessaires pour exécuter. Le premier outil, comme je vous l'ai dit, il y a un outil de suivi et évaluation. Il faut qu'en faisant des actions, il faut qu'on sache si on est sur la bonne voie ou alors si on est en train de réaliser ce qu'on avait prévu. Et puis, il y a aussi notre outil de dire est-ce qu'on a assez d'éléments nécessaires pour que cet agenda puisse être exécuté. Tout à fait. Voilà, c'est comme ça qu'on a fait une étude sur ce que nous avons appelé l'évaluation des capacités. L'évaluation des capacités dans tous les domaines, hein, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine des infrastructures. On a fait une évaluation et on a déterminé, et ça a été fait par le fonds, on appelle ça SCBF, African Capacity Building Foundation, qui est une fondation de renforcement des capacités en Afrique. Cette fondation a fait vraiment une très bonne étude où on montre qu'est-ce qui est nécessaire à être dans le domaine de renforcement des capacités au niveau continental, au niveau national et au niveau régional. Maintenant, ce que je voulais quand même ajouter, par rapport à ce que mon ami a dit, vous avez entendu qu'il a parlé de certains projets qui sont déjà en application, notamment la facilité de circulation, notamment le train à grande vitesse. Il a parlé de ces grands projets. Ces projets-là, on les appelle des projets phares. Ça veut dire, en dehors des aspirations que nous avons obtenues auprès de nos citoyens, il y avait déjà quelques projets pour lesquels nous pensons que ces projets, une fois en place, ils vont faciliter l'exécution de l'agenda 103. C'est pour ça qu'on les a appelés des projets phares. Ils sont au nombre de 12. Ça, peut-être dans les documents, on pourra vous... Alors, un élément aussi très important de cet agenda-là, c'est cet engagement de l'ONU de soutenir, en tout cas, l'agenda sur les 10 premières années de l'exécution de l'agenda 2063. Qu'est-ce qui est fait au jour d'aujourd'hui? Et d'abord, peut-être, en quoi consiste ce soutien-là de l'ONU? Le soutien, comme je l'ai dit, déjà, le fait qu'on travaille ensemble pour déterminer les indicateurs de performance pour l'exécution du premier plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 103, c'est déjà un grand pas. Le fait que l'ONU accepte qu'on s'assoie ensemble, parce que d'abord le principe de dire qu'on fait la même chose est acquis, qu'on fait la même chose est acquis. Et le deuxième maintenant élément d'appui, c'est qu'on est ensemble en train de travailler sur la détermination des indicateurs de performance de manière claire, de façon que quand un État est en train d'exécuter l'agenda 103, il exécute aussi les ODD. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, aussi, les Nations Unies est d'accord que, effectivement, les ressources financières
la plus grande partie des ressources financières pour l'exécution de cette agenda 63 doit venir du continent. C'est pour ça qu'on appelle ça le financement de nos activités doit venir de ressources Dr. Michel Kodom, quels sont les vecteurs indispensables aujourd'hui à la mise en œuvre à la fois des OMD à l'horizon 2030 et aussi de l'agenda 2063? Merci. Je pense que la question par rapport aux ODD, aux objectifs de développement durable, vous savez, il faut, lorsque moi je parle des ODD, j'aime me référer aux OMD qui sont finis en 2015. En 2000, il était question d'aller vers les objectifs du millénaire pour le développement. Mais malheureusement, vous avez vu qu'il n'y a pas eu beaucoup d'avancées, surtout sur le continent africain. C'est quelques rares pays, le Rwanda. C'est un échec en tout cas. C'était un échec. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle des ODD, les OMD c'était 8. Aujourd'hui, les ODD c'est 17 objectifs. Et ces 17 objectifs, nous pensons qu'il faut vulgariser aussi ces ODD. Il faut que les populations de Kaolack au Sénégal là-bas savent ce que c'est que les ODD. Il faut que les chefs traditionnels comprennent ce que c'est que ODD. Sinon, ça serait encore des sigles qui, à la fin, après 15 années, donc de mise en œuvre en 2030, l'évaluation sera encore un échec. C'est pour cela, le lien dont vous parlez, moi, je me réjouis des explications, des éclaircissements apportés par M. Jacques sur ce plateau qui montrent que, au fait, les ODD ne sont pas à dissocier de l'agenda 2063, d'autant plus qu'après 2030, nous continuons jusqu'en 2063, c'est-à-dire nous avons encore 30 années après la fin de la mise en œuvre des ODD pour évaluer notre agenda de l'Union africaine. Donc vous comprenez que c'est comme les ODD viennent se greffer dans un schéma qui est 2 fois la durée prévue de la mise en œuvre des OMD et ma foi, nous espérons... Ça c'est au niveau de la période, mais au niveau même du contenu. Ils sont impliqués. Ils sont dans les... J'allais finir en disant que travaillons de façon à ce que les ODD prennent corps, qu'ils soient réalisés et ça va faciliter donc la continuation avec la mise en œuvre des 20 objectifs. Docteur Michel Kodom, vous parliez tout à l'heure, vous évoquiez l'aspect OMD qui a été ressenti comme un échec, autant de frustration, en tout cas par rapport à ce plan stratégique. Mais aujourd'hui, de voir que pour ce qui a constitué l'échec de ce plan stratégique, OMD, c'est la question du financement. Oui. Alors, dans un contexte mondial de la raréfaction aujourd'hui des aides où les donateurs se lassent, dans un contexte mondial également de crise financière, comment est-ce que l'Afrique pourra arriver à mettre en place les objectifs? Je vais répondre rapidement et M. Jacques va certainement apporter des éléments de façon concrète. Qu'est-ce qui a été fait? Parce que, vous savez, déjà lors de l'avant-dernier sommet au Rwanda, le président Kagame avait eu la lourde responsabilité d'apporter des réformes profondes dans le mécanisme de fonctionnement de l'Union africaine. Et la question de mise en œuvre, c'est-à-dire de ressources financières à mobiliser, était vraiment une des préoccupations du président rwandais parce que il faut que ça se matérialise à la fin. Moi, je pense plutôt qu'il y a des ressources en Afrique. Vous savez, l'ingénierie financière, c'est qu'il faut que nous sachions que nos ressources premières minières sont là, mais la première richesse, c'est l'homme. Et lorsque vous prenez la taille de la population africaine, ma foi, je pense que si nous admettons que la première richesse sur cette terre, c'est l'homme, c'est-à-dire l'être humain, nous sommes riches. Maintenant, il faut que les hommes prennent conscience que ce n'est pas le travail qu'on crée la richesse. Et lorsqu'on travaille, c'est qu'on met des idées nouvelles, c'est ça l'innovation, pour mobiliser les ressources. Donc, il va revenir certainement, M. Jacques, sur les techniques innovantes pour mobiliser les ressources. Et ça a été décrit. Donc, je voudrais vraiment qu'ils nous disent concrètement qu'est-ce qui est fait au niveau macro, au niveau de l'institution. Jacques Moukwende, la perche qui vous est donc tendue, vous êtes expert notamment sur la question. Vous participez d'ailleurs à une réunion des experts à nommer sur la question du financement des infrastructures en Afrique. Je le disais, dans le passé, le financement adéquat était l'une des principales
contrainte à la réalisation des projets de développement. Tout à fait. Même les initiatives précédentes au niveau continental, dont j'ai évoqué au départ, la plupart n'ont pas abouti, non seulement parce que les responsabilités ne ressortaient pas très bien, mais aussi c'était beaucoup plus à cause des problèmes de financement. Effectivement, c'est là où je dis encore la particularité de cet agenda 2063, c'est qu'on a clairement fait une proposition au niveau de tous les États de la façon dont le financement peut être disponible. Et alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, il ne faut pas qu'on s'imagine des grandes techniques de financement. On dit seulement, si par exemple le Togo ou le Gabon ou un autre pays d'Afrique pouvait juste diminuer le gaspillage dû aux passations de marché public, ou alors à la déficience ou au manque d'expertise ou d'expérience dans le passation de marché, c'est déjà beaucoup d'argent qu'une nation peut économiser. Si, par exemple, on s'attelait sur la lutte contre la corruption dans une nation, c'est beaucoup d'argent. Le flux illicite des capitaux. Vous le savez très bien qu'il y a beaucoup de capitaux qui vont à l'extérieur. Si on s'attelait seulement à tous ces éléments-là, sans aller demander de l'aide, sans augmenter les taxes à l'importation ou les taxes à la consommation, vous verrez que les caisses de l'État vont s'affluer. Pourquoi? Parce qu'on a mis juste un peu de sérieux dans la gestion de la chose publique, des fonds publics. Donc moi je pense que le document que nous sommes en train de finaliser, qui va être présenté à Dakar la semaine prochaine, auprès du ministre des Finances, ce document est très clair où on montre comment les États peuvent accéder au financement, lequel financement on s'attendait le moins, mais qui sont disponibles. C'est pourquoi on a parlé de financement domestique. La corruption, les passations de marché et de manière inconsistante, des transferts de fonds à l'extérieur. Vu l'ambition aujourd'hui par rapport à ce projet, je le disais, est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à tout ce que vous dites, réduire le niveau de corruption et tout ça suffirait à apporter véritablement ce projet? Ça, c'est juste un élément. Parce qu'on sait que sur le continent, il y a eu quelques projets innovants qui aujourd'hui font la route, notamment les émissions, les obligations par les États. Il y a eu aussi la contribution de la diaspora. Est-ce qu'on peut à un moment donné aller sur d'autres pistes comme ça, peut-être pour financer? Donc c'est juste un élément que j'ai essayé d'évoquer. Mais il y a par exemple l'implication du secteur privé. Aujourd'hui, le gouvernement ne doit pas seulement être le seul à supporter le poids de tous ces grands projets du continent. Il faut que le secteur privé s'implique. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes en train d'appeler le secteur, la société civile, de dire s'il vous plaît, venez nous aider, travaillons ensemble pour que effectivement cela puisse se réaliser de manière concrète. Mais il y a aussi un autre élément. Aujourd'hui, par exemple, au niveau de l'Union africaine, il y a une grande décision qui a été prise par nos chefs d'État, le sommet, l'avant-dernier sommet, où ils ont dit chaque État, par exemple, doit libérer 0,2% de ses importations pour les projets continentaux. Ça, c'est vraiment une grande réalisation qui n'avait jamais été faite. Donc ça, moi, je pense, cette grande réalisation qui a été faite par nos chefs d'État, une grande décision et qui a déjà commencé à être réalisée, parce qu'il y a des États qui ont déjà commencé à utiliser ces mécanismes de financement de projets continentaux. Donc moi, je pense que cette question de financement est en train de trouver une solution. La solution qui est à deux niveaux, un engagement ferme et opérationnel au niveau de nos chefs d'État, les 0,2% des importations, et puis l'assainissement des finances publiques. L'assainissement des finances publiques, qui est vraiment un élément fondamental pour que au moins on puisse trouver des fonds. Et bien sûr, les fonds extérieurs pourront toujours venir, mais ils viendront juste pour aider le gap qui est créé par ces deux
ces deux financements. Merci à vous. D'abord, Dr Michel Kodor, vous êtes, je rappelle, pour rappel, le président de la commission intersectorielle de l'ECOSOC. L'ECOSOC qui est le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine. Merci également à vous, Jacques Moukwende, chef de division planification stratégique à la commission de l'Union africaine. Merci aussi. Mesdames, Messieurs, nous voici donc arrivés à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.